En définitive, lorsqu'on interroge vraiment au-delà des apparences et des masques ce qui fait adopter ces postures que l'on qualifie dans ce podcast d'extrême, c'est la même chose. Ceux qui ont des multi-millions et qui préparent l'effondrement en achetant des bunkers et en faisant des réserves et en mettant leurs dollars dans des paradis fiscaux, ce sont les mêmes que ceux qui créent des écolieux en préparant aussi à l'effondrement. À l'effondrement avec tout un système visant à survivre, à s'autonomiser au maximum avec des panneaux solaires et tout un arsenal énergétique pour pallier à la phase de difficulté. Alors on n'est pas en train de dire qu'effectivement les structures qui composent aujourd'hui notre société vont pas être mises à rude épreuve. Moi je pense que oui, personnellement, mais je crois pas qu'il faille se préparer comme ça dans le repli sur soi. Et ce que je ressouligne, c'est simplement de s'apercevoir qu'on considère que ces deux polarités sont opposées en expression, que l'une est au service de la nature quand l'autre est au service de la destruction de celle-ci, alors qu'en réalité, elles sont toutes les deux mues par la peur de mourir à cause du manque de ressources qu'elles craignent voir arriver. Et on en est, comme tu disais tout à l'heure, avec cette suggestion qu'on pourrait ne plus avoir d'enfants, on en est à même remettre en question la légitimité de la vie humaine sur Terre. Est-ce que l'être humain finalement est bon pour la Terre, sans finalement jamais s'interroger sur pourquoi est-ce que on vit cette période et quelle est en fait qu'est-ce qu'elle reflète de nos mondes intérieurs, en fait. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que on a aussi une extrémisation intérieure avec des conflits qui sont nombreux, chacun et chacune, beaucoup d'incohérences, et qui se reflètent dans ce que l'on vit. Alors, ce que l'on vit dans les faits, c'est-à-dire ce qui existe, on va dire, au niveau des changements climatiques qui sont bel et bien observés, mais aussi dans les manipulations qui vont être faites autour de ces changements climatiques, des peurs qui vont être du coup attisées, exacerbées, qui sont en nous, non dissolues, et qui rejaillissent dès qu'on appuie sur le bouton, pour certains, par exemple les éco-anxieux. Et donc, à aucun moment on s'interroge en tant que société sur, tiens, qu'est-ce qui fait que on est dans cette situation là aujourd'hui. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment avec ce podcast, en fait. Oui, et en le préparant, tu me disais justement que cette anxiété et cette culpabilité là qui sont présentes en nous et dont on n'arrive pas à se départir autrement que en désignant des responsables comme nous ayant mené dans la situation dans laquelle on se trouve au niveau climatique, eh bien on est aussi à la merci de l'instauration possible d'une dictature verte, par exemple. Et s'il y avait, on peut observer que s'il y avait vraiment ce genre de situation, une partie de la population l'accepterait totalement et franchement, c'est-à-dire comme étant une solution. Donc on arrive quand même à des situations où tous nos idéaux, en tant que société de démocratie, etc., pourraient être balayés d'un revers de main si véritablement la peur était telle que on pourrait du jour au lendemain dire maintenant c'est la dictature, on fait plus ce qu'on sent qui d'une certaine manière pourrait voir le jour. Qui peut être en germination, effectivement, si on prend pas de la hauteur. Parce que justement, je voudrais prendre deux sujets un peu qui relèvent vraiment des débats souvent qui reviennent au cœur des échanges entre justement les climato-sceptiques et ceux pour qui il faut continuer comme avant. On parle souvent chez les premiers de protéger le vivant. Alors, nous, notre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas, puisque on a tous appris en quatrième que la phrase de Monsieur Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que la mort est au service de la vie. À mon sens, tout est
énergie, tout est vibration, donc tout est toujours vivant. Simplement, c'est la forme qui change. Donc, on peut prendre, pour exemple, un arbre, lorsqu'il a ses feuilles qui tombent à l'automne, elles tombent sur le sol, on appelle cela une feuille morte, mais en réalité, elle n'est pas morte, puisque si elle l'était véritablement, elle ne pourrait pas venir être une nourriture pour ce sol. Hein, donc là encore une fois, c'est aussi sortir du clivage, voilà, et se hisser au-dessus en considérant que nous, êtres humains, on a aussi des cycles, on a aussi des petites morts à vivre qui sont à l'abandon de certaines croyances pour pouvoir laisser la conscience nouvelle et universelle nous pénétrer toujours plus profondément. La conscience est là, il faut simplement lui permettre d'accéder à notre cœur pour qu'elle puisse nous inviter à aller vers des nouvelles solutions. Les nouvelles solutions en réponse justement à ces enjeux viendront d'une conscience beaucoup plus unifiée. Il y a aucun intérêt à cultiver ces dogmes et ces postures entre nous. Le deuxième exemple auquel je voulais faire référence, c'est que lorsque on parle aujourd'hui de tri, même plus précisément de tri sélectif et de recyclage, qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsqu'on dépense des moyens considérables pour recycler des choses, on dépense presque autant d'énergie dans le recyclage que si on refaisait du neuf. Alors je dis pas que du coup le recyclage n'est pas une bonne solution, mais on voit bien que c'est pas forcément une meilleure solution que si on continuait à produire à partir de neuf. Je pose aussi cette question qui est celle de nos déchets. Lorsqu'on les trie, qu'est-ce que ça fait en fait? Puisque en définitive, on les met à un endroit, on les stocke à un endroit, on les fait disparaître de notre vue. La Terre doit à un moment donné les digérer. Donc il y a rien de mieux qu'un déchet qu'on ne produit pas. Et pour ne pas produire un déchet, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit simplement de mettre de la conscience sur ce dont nous avons véritablement besoin. Pour savoir ce dont nous avons besoin, il faut effectivement sortir des idées reçues, des idées communément partagées sur ce que doit être la vie aujourd'hui, ce que doit être la vie, avec ce qu'on doit posséder, qu'est-ce qui nous rend heureux, voilà évidemment. Ouais. Sans être non plus dans cette contrainte. Parce que lorsqu'on exerce une force comme ça de contrôle de sa consommation, de contrôle de ses besoins, mais quelque part on crée une tension qui n'est pas au service ni de nous-mêmes ni des autres, parce que lorsqu'on exerce, vous savez, sur soi quelque chose, on veut que la terre entière fasse pareil. Alors moi, je roule pas en voiture, je n'utilise pas de téléphone portable, ou je ne fais pas ceci ou je ne fais pas ça, je demande implicitement aux autres de faire pareil. Ou en tout cas, j'attendrai que les autres me rejoignent dans ma pratique. Donc là, on voit bien qu'encore une fois, on crée quelque part une polarisation en soi comme à l'extérieur de soi, qui n'est jamais au service de la résolution de ces enjeux majeurs. Parce que si on considère que j'ai pas bien fait pendant tant d'années et qu'aujourd'hui je fais bien en faisant ça, c'est une erreur fondamentale en fait. On a juste simplement à accepter pleinement par mes connaissances tout ce que nous avons fait, pour se positionner dans une attitude juste. Je quitte la pièce, j'éteins la lumière, je n'ai pas besoin de laver mon verre aujourd'hui parce que je considère que dans la journée ça suffit d'avoir mon verre, et je vais pas le passer 2 fois à la vaisselle pour les 2 repas. Est-ce que ça c'est raisonnable pour moi? Si ça l'est, c'est ok. Et là peut-être que c'est tout simplement l'attitude la plus correcte, qui consiste simplement à mettre de la conscience et de pas faire de mon action quelque chose qui doit être comme ça et de m'en vouloir. Oui. Et de m'en vouloir si je ne parviens pas à faire mon compost ou je ne sais quoi d'autre. Oui, parce que cette question de la culpabilisation, elle est extrêmement forte en fait aujourd'hui. Oui. On le voit beaucoup par exemple au sujet du traitement animal. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui sont les plus extrêmes dans leur positionnement par rapport au respect du monde animal sont parfois des gens qui ont eu des comportements dont ils se sentent coupables en fait. Peu fiers en tout cas. Ouais. Peu fiers. Et notre société, en plus en tant que société globale, ayant quand même eu une attitude dénigrement, mais bien plus que ça, d'exploitation, d'inconscience, d'irrespect envers le monde animal, justement est beaucoup plus propice à passer dans l'extrême. Oui.